amis téléspectateurs, bienvenue sur Téléchat si vous venez de nous rejoindre. Les Belles Lettres, c'est une émission qui s'occupe de la littérature tchadienne au sens large du terme. Nous ne nous occupons pas seulement des ouvrages purement littéraires, c'est-à-dire romans, nouvelles, théâtre et poésie, mais nous nous intéressons aussi à toute production écrite sur le territoire national. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Salon des Belles Lettres. Il est intitulé « Pratique des élections et mode d'exercice du contentieux électoral au Tchad ». Il est coécrit par deux auteurs, Maître Ati Abdoulaye Ati Mahamat et Koulo Rodrigue. Bienvenue, messieurs, les invités. Voilà. Merci. Je précise que Maître Ati est né à Abéché en juin 1990. Il est nanti d'un master en droit des collectivités territoriales décentralisées et d'un master 2 en droit des affaires et fiscalité à l'université Émile Koussi, ici à N'Djamena. Il est inscrit en thèse de doctorat en droit constitutionnel. Maître Ati est aussi auteur de plusieurs autres ouvrages, dont Problématique de la décentralisation communale au Tchad, cas de la ville de N'Djamena, publié en 2019, et les problématiques des réfugiés et les problèmes des réfugiés et migrants africains, défis majeurs des relations internationales, publié également en 2019. Voilà. Et tandis que Koulo Rodrigue est né le 20 septembre 1989 à Koumogo, dans le Moyen Chari. Il est titulaire d'un master en droit des affaires obtenu à l'université Émile Koussi. Il est donc dans son premier essai les pratiques, dont la pratique des élections et mode d'exercice du contentieux électoral au Tchad, co-écrit donc avec Maître Ati Abdoulaye. Voilà. Ceci étant, nous voulons directement commencer par la problématique que ce TC voudrait essayer de répondre, messieurs les invités. Vous êtes sans savoir que l'année 2021 et 2022 sera une année des élections dans notre cher pays, le Tchad. Et l'élection constitue l'un des éléments fondamentaux de la démocratie tchadienne. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'écrivains et chercheurs, serviteurs de l'humanité, qui je voudrais dire, voudrions apporter notre contribution, voudrions apporter notre modeste contribution, notre pierre à cet édifice que le Tchad. C'est notre devoir patriotique, c'est le devoir patriotique et républicain. L'élection n'est pas l'affaire d'une personne. L'élection est l'affaire de tout le monde, y compris les écrivains, les autorités traditionnelles et religieuses, les autorités politiques, donc les journalistes, donc tout le monde sont impliqués. Et vous savez, si vous suivez la télévision, dans beaucoup de pays, il y a des crises post-électorales, les gens parlent de crises préélectorales. Donc nous, on a écrit ce livre pour montrer aux gens, en cas de quelque chose, de réclamer leurs droits dans le bon sens, sans toutefois utiliser la violence, d'une manière pacifique. Et de deux, ce livre constitue un document d'information, de sensibilisation et de vulgarisation. Et ce livre a pour importance également donc de résoudre les problèmes électoraux qui naissent ou qui vont naître après. Et troisièmement, ce livre constitue également un guide du citoyen, un guide pratique de l'électeur. Bref, un guide pratique aux potentiels candidats aux élections présidentielles, législatives et communales qui se pointent à l'horizon. Alors, un ouvrage de cette importance capitale
qui concerne donc les élections. Et nous savons qu'il y a plusieurs institutions sur l'ensemble du territoire qui sont impliqués dans comment on appelle, le processus électoral. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ne vous ont pas appuyé dans la réalisation de ce grand ouvrage? On a écrit aux organes en charge du processus, on a écrit aux partenaires, on n'a pas reçu une réponse. Donc nous, on a fait de notre mieux. Nous, on n'a pas écrit, on ne compte pas sur une personne. Nous, on a écrit, on voulait contribuer au développement en tant que jeunes. Donc c'est l'esprit patriotique qui nous a poussés. Donc nous on a écrit, on ne compte pas sur une personne, avec nos propres moyens. Est-ce que ce n'est pas la question de la pandémie de Covid-19 qui a joué un peu, puisque le livre est publié en 2020? On ne sait pas. Ok, alors, maintenant, le livre est écrit par deux personnes. On a bien besoin de savoir comment est-ce que vous avez géré cette coédition. Est-ce que chacun s'occupe d'un chapitre? Comment ça s'est passé concrètement? Peut-être Rodrigue? Merci de m'avoir donné la parole. Avec Ati, à son deuxième ouvrage, j'étais toujours présent avec lui. Bon, il m'a montré les canevas et autres. Et il a, pour ce troisième ouvrage, il a essayé de m'impliquer dedans. Il dit, viens, on s'associe et puis bon, on va essayer d'écrire ce troisième ouvrage. On se rencontre souvent avec Ati pour pouvoir écrire tout ça. Tout a été fait ensemble. Le livre a encore un autre sens, c'est aussi d'Abéché. Il m'a mené à Sarah avec les 5 ans. Et M. Rodrigue était un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Dieu a fait, on a étudié à Unique aussi. Et souvent, moi je partais chez lui à la maison, lui il venait chez moi à la maison. On a étudié ce livre pour montrer aux gens que nous sommes deux frères. Il n'y a pas un sudiste et un nordiste. Le Tchad est indivisible. Donc nous sommes des frères, nous sommes complémentaires. Nous sommes appelés à contribuer à l'édification de cette nation. Le Tchad a besoin de nous, nous sommes jeunes. Les gens s'insultent sur les réseaux sociaux. Nous on a choisi d'écrire ce livre pour contribuer, c'est un livre scientifique qui pourra contribuer au développement de notre pays. En feuilletant donc votre ouvrage, vous n'avez pas proposé une bibliographie à la fin. Est-ce que cela veut dire que vous êtes les tout premiers auteurs à parler des élections de façon générale et du contentieux électoral au Tchad? En fait, beaucoup ont écrit. Je sais que c'est une erreur de notre part de ne pas proposer aussi des bibliographies autres, mais on a parcouru beaucoup des ouvrages, beaucoup ont écrit, surtout des Tchadiens, voilà, ont écrit des livres, des documents qui parlent des élections, tout ça. Et bon, malheureusement, on n'a pas inséré dans le document. On n'est pas les tout premiers quoi, à écrire. Voilà. Okay. Nous vous remercions pour cette remarque parce qu'il s'agit d'un livre scientifique. Donc nous sommes appelés à faire la bibliographie. Et également, ce livre constitue la somme de mon expérience également. J'ai eu à travailler, j'étais membre de la société du premier arrondissement pour les élections présidentielles de 2016. Et également, j'étais le coordinateur de la cartographie électorale de l'élection présidentielle de 2016 pour la commune du premier arrondissement de la ville de N'Djamena. J'étais plusieurs fois membre du bureau de vote. Et j'ai travaillé à la Cour suprême. Et également, on a fait le droit à l'université. Donc, on a fait la somme de tout ça qui a donné ce fruit. Depuis la présidentielle donc, de 2001 et les législatives de 2002, les partis politiques de l'opposition démocratique n'ont cessé de réclamer l'amélioration des conditions de l'organisation des élections au Tchad. Réclamations donc qui ont donné naissance à l'accord politique du 13 août 2007. Mais jusque-là, on a comme l'impression que les mécontentements n'ont pas cessé du côté surtout des partis de l'opposition. Que se passe-t-il? On se demande, est-ce que cela veut dire que les termes de l'accord du 13 août n'ont pas été respectés ou bien qu'est-ce qu'il y a? Le problème est que l'accord politique de 2007 n'a pas réuni tous les acteurs politiques. N'a pas réuni tous les acteurs politiques et que c'est cet accord-là, il y a un comité. Ils ont mis en place un comité. C'est juste un comité qui est chargé donc de suivre
le processus en général, le processus électoral en général. Et cet accord comporte, ces comités comportent des failles. Parce que la commission électorale nationale indépendante, la CENI, n'est pas équilibrée. Et également, il y a un autre comité national de recensement, et ce comité est rattaché au ministère de l'administration du territoire. Et il y a le bureau permanent des élections, que le BPE qui est rattaché également au ministère de l'Intérieur. Donc c'est comme ça, les gens ont contesté, ils disent comment on ne veut pas que le gouvernement s'implique dans le processus électoral. Donc c'est pourquoi ils ont parvenu à créer un cadre national de dialogue politique. Ce cadre national de dialogue politique a réuni les partis politiques de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle pour une élection libre, crédible, apaisée, réussie et transparente. Et c'est pourquoi ce cadre-là est composé de 30 membres. 15 membres issus de la majorité présidentielle et 15 membres sont issus de l'opposition. Donc ceux-là sont habilités à désigner les membres de la commission électorale nationale indépendante, y compris la CENI nationale est composée de 30 membres, donc de 31 membres, dont un président. Et ce président est désigné d'accord parti par l'opposition et la majorité, réunissant donc et sanctionné par un décret du président. Il faut que la personne du président soit une personne indépendante, un magistrat ou soit un professeur de l'université. Et les autres membres, les 15 sont désignés, l'autre de 15 sont issus des partis politiques de la majorité présidentielle et les 15 sont issus de la partie politique de l'opposition. Pourquoi les gens contestent? Parce que les membres de la CENI, les gens prennent leur frère. Parfois ça fait par clan, par amitié, au lieu de chercher les personnes compétentes qui savent remplir le PV. Ils partent parfois ils disent non, c'est mon frère, moi je prends mon frère, comme on n'a pas de travail, je le mets à la CENI pour trouver à manger. Et là la personne ne connaît pas, il ne sait pas comment remplir le PV. Vous avez parlé de deux organes, le BPE, Bureau permanent des élections, et la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que ce ne sont pas des organes qui jouent le même rôle? Le BPE, c'est une structure technique et rattachée au ministère de l'Intérieur, de l'administration du territoire, qui est chargé de mise à jour des fichiers électoraux. Pendant la période électorale, le BPE est rattaché à la CENI. Elle est permanente, comme son nom l'indique, c'est une commission, c'est un bureau permanent. Parce que l'autre, l'élection, c'est un cycle. C'est un cycle. Si on sort de la phase du recensement, maintenant on passe par les élections présidentielles, après les élections présidentielles, on passe aux élections législatives, après les élections législatives, les élections locales. Donc c'est un cycle, fait le tour. Même après les élections, le BP est chargé de régler ces failles. À la fin de chaque élection, le bureau permanent, le membre de la CENI, le membre du PPE, la Cour suprême dresse un rapport. Et ce rapport est déposé à la présidence. Comme le président est garant de la stabilité politique et sociale, et celui qui assure, donc on appelle quoi, l'autre, qui assure l'autre, qui assure l'arbitrage au niveau du cadre national de dialogue politique, et maintenant le président saisit les membres du cadre national de dialogue politique pour en discuter. Et s'il y a des failles, au vu de ces rapports, il y a des changements, ils vont faire des retouches. Donc le BPE, qui est l'organe technique, est composé des experts, les experts électoraux, composé des ingénieurs en informatique, donc composé de démographes. S'agissant donc de l'élection, on a besoin de démographes, des statisticiens et des spécialistes, des constitutionnalistes de renom qui sont rattachés au niveau du bureau permanent des élections. Donc ces organes appuient la CENI, parce que la CENI est composée des autorités politiques. Ils ne connaissent rien concernant les élections, ils sont là pour voir. Mais du côté technique, quel est son rôle à CENI en fait? Son rôle, c'est d'apporter un appui technique et matériel, des expertises. Et après les élections, le BP sera rattaché au niveau du ministère de l'administration du territoire. Et il joue le rôle du secrétariat. Il assure le secrétariat de la CENI.
Ça veut dire donc que le BPE est permanent et la CENI n'est pas permanente. Elle disparaît 3 mois après les élections. Okay. Après la proclamation des résultats, 3 mois après, la CENI dresse le rapport et dépose, et l'autre la CENI sera dissoute par un décret du président de la République. Okay. Alors, vous avez aussi évoqué dans le livre l'existence d'un code de bonne conduite. En quoi consiste ce code-là? C'était une proposition, il faut que le gouvernement change à cela. Un code de bonne conduite pour permettre, je ne sais pas, les potentiels candidats aux élections de bien se comporter, y compris les électeurs. Nous avons proposé le code de bonne conduite pour lutter contre l'incitation à la haine. Au lieu de vulgariser les projets de société, ils s'insultent. Ils tiennent des propos haineux, de haine. Donc c'est juste que nous avons proposé ces codes pour mettre un garde-fou. Vous citez la HAMA, haute autorité des médias audiovisuels, parmi les organes en charge du processus électoral. Quel rôle spécifique joue donc la HAMA en sus de sa fonction principale qui est la régulation donc, de l'espace médiatique? Pendant les élections présidentielles, législatives et communales, la HAMA est chargée d'assurer maintenant libre accès aux médias publics et privés. Donc les temps sont chronométrés. Si le candidat X doit passer pendant 1 heure de temps à la télé, il faut que le candidat Y aussi doit passer 1 heure de temps. Donc elle est là pour régulariser, pour assurer l'équitable distribution à la télévision nationale. Pendant les élections, les gens tiennent des propos haineux, parfois des incitations à la haine et des injures. Donc la HAMA est là pour régler et censurer. Elle voit si tel candidat est en train d'insulter son frère ou d'insulter la population ou d'inciter les gens à la haine, et la HAMA est là pour censurer. Si la personne n'est pas d'accord, il saisit la Cour suprême. Donc son rôle, c'est de réguler la campagne électorale, la couverture médiatique pendant la campagne électorale. C'est ça le travail de HAMA. La majeure partie de votre ouvrage est consacrée au contentieux électoral. Bien entendu, nous aurons un prochain numéro qui concernera cet aspect, mais déjà là, qu'est-ce que nous pouvons retenir du contentieux électoral? Le mot contentieux est polysémique. En grec, ou selon le latin, on dit contentieux, ce qui a lieu à un désaccord. Le contentieux en général, c'est un problème, ce qui donne lieu à un litige. Donc c'est l'ensemble des litiges liés aux élections politiques ou à une opération électorale ou à des opérations électorales. Et quels sont les types de ce contentieux-là qui existent, par exemple, qu'on a déjà peut-être remarqué au Tchad? Il y a le contentieux post-électoral, contentieux né de la campagne électorale, et l'autre c'est le contentieux préélectoral. C'est avant les élections, pendant les élections et après les élections. Donc à chaque phase des élections, il peut surgir un contentieux. Ouais. Alors, bien, vous relevez aussi dans votre ouvrage que pendant la campagne, vous l'avez relevé tout à l'heure, certains candidats se livrent à l'atteinte, n'est-ce pas, à l'honneur et à la considération d'un concurrent. Vous voyez, vous dites que cela est une sorte de dérive. Mais généralement, c'est ce que nous remarquons souvent, certains candidats en profitent pour vilipender leurs concurrents aux yeux de l'électorat. Dans ce cas-là, que doit faire le candidat lésé? Avant d'aller aux élections, ou bien avant de lancer les campagnes et autres, la CENI, je ne sais pas, met des garde-fous. Si ces propos ne sont pas contraires, je ne sais pas, aux garde-fous, bien aux règles, tout ça, bon, ça ne pose pas de problème parce que c'est un combat. Donc si moi je t'attaque, il faut que toi aussi tu m'attaques. Mais il faut pas seulement qu'on viole peut-être les règles, quoi. Je t'attaque, si ce n'est pas vraiment contraire aux garde-fous et autres, tu n'as pas besoin d'aller, je sais pas, porter plainte, je sais pas où, voilà.
code électoral n'a pas prévu de sanctions. C'est ce qui nous a poussé à demander maintenant de recommander à la CENI de rédiger un code de bonne conduite. Et également, le code pénal a prévu des sanctions. On dit que la personne est sacrée et inviolable. Si un candidat ose insulter son ami est tenu d'aller saisir le juge pénal, le tribunal de droit commun, et ce candidat sera sanctionné. Il peut même l'être sanctionné à des peines de prison et également condamné au côté civil de verser des dommages intérêts à la personne, au candidat lésé. Donc il n'est pas permis d'insulter. Donc il faut que les futurs candidats se mettent dans leur tête, de se préparer, de ne pas insulter ou soit de se livrer à des propos haineux. Et la Hama est là, et le tribunal de grande instance ou le juge de personne là pour les sanctionner. Et un autre constat aussi, c'est l'attitude des électeurs qui s'identifient, dites-vous dans le livre, aux candidats sur la base de critères que vous appelez des critères subjectifs. Quels sont ces critères-là? En quoi cela consiste? Au lieu de voir le projet de programme politique, ils disent les prix de la personne. Tel candidat-là, il est quoi? Est-ce que c'est un arabe, ou c'est un Wadaïen, ou c'est un Wassa, ou c'est un Gamban? Non, c'est pas ça. Il faut voir le fait il faut qu'il soit objectif et pas subjectif. Donc nous avons conseillé aux gens de voir le projet de la personne, le projet du candidat, mais pas sa personnalité ou son détenu. Pour ajouter, beaucoup de nos concitoyens voient beaucoup plus l'apparence en les candidats, les propositions et autres quoi. Et puis beaucoup aussi pensent aussi à leur ventre. Ils ne voient pas au fond, c'est-à-dire le programme même, tu vois, de ce parti politique. Comment dire, par exemple, si je suis électeur et que, par exemple, Rodrigue est un candidat et il est mon frère, je ne dois pas le voter parce qu'il est de mon ethnie ou parce qu'il est mon frère, mais je dois plutôt voir son programme politique. Voilà. Vous dites aussi que l'administration peut parfois être l'objet de réclamations et donc de contentieux. L'administration publique. Est-ce qu'on peut savoir comment devraient se comporter les administrateurs civils et militaires en période électorale? C'est vrai. Nos autorités civiles sont issues des partis politiques. Mais dès qu'on arrive à nommer une personne à des postes de responsabilité, soit un ministre, soit un gouverneur, ou soit un gouverneur de province ou un préfet de département, il doit être en congé politique. Il doit enlever sa casquette. Le parti politique, le mettre à côté. Il est en vacances politiques. Il représente la nation. Il est le représentant direct du président de la République. Et le président de la République est le garant de la politique, garant de la stabilité politique et sociale. Donc il représente le président. Il doit être neutre. Il ne doit pas prendre parti. Les autorités militaires sont casernés. Le jour des élections, ils seront dans la caserne. Ils votent avant, 10 jours avant nous. Il faut rester à l'intérieur. Mais est-ce que cette information est véhiculée partout dans le pays? Est-ce que les autorités savent qu'ils ne doivent pas se ranger pour un parti et ils doivent observer la neutralité? C'est comme ça qu'on a rédigé cet ouvrage-là. C'est ça le résumé de cet ouvrage. Donc nous avons détaillé comment ça se passe. Donc si le fond, c'est par reconnaissance. C'est par méconnaissance des textes. Donc il faut qu'il y ait une vulgarisation. J'aimerais donc, avant de clôturer ce numéro, vous nous proposiez la lecture d'un extrait. C'est la section 3. Le titre, c'est le contentieux post-électoral. Le processus électoral n'est pas clos avec le scrutin. Celui-ci n'est qu'une étape parmi tant d'autres dans le marathon électoral. Les résultats, tout comme le déroulement des opérations de vote, peuvent être contestés. Les litiges inhérents au déroulement des élections. Les élections doivent se dérouler selon les critères bien définis par la loi et au regard des standards internationaux. S'il advient que ces critères n'ont pas été respectés, les différents compétiteurs disposent du droit de saisir les institutions compétentes pour obtenir soit l'annulation totale, soit l'annulation partielle des résultats.
Les hypothèses de contestation de la régularité d'une élection peuvent se rapporter au climat général dans lequel l'élection s'est tenue, à l'exclusion non justifiée d'une partie de l'électorat, à l'insuffisance du matériel de vote et particulièrement des bulletins de vote de tous les candidats. Fidèles téléspectateurs, nous sommes parvenus donc à la fin de l'acte 1 de cette émission qui est consacrée à l'ouvrage et coécrit donc par Maître Ati Abdoulaye Ati Mahamat et Koulo Rodrigue, intitulé Pratique des élections et mode d'exercice du contentieux électoral au Tchad, le livre qui est paru aux éditions Salon des Belles Lettres en 2020. Merci à vous donc de nous avoir suivis pour cette première partie. Nous vous donnons rendez-vous donc pour l'acte 2 dans un tout prochain numéro. D'ici là donc, portez-vous bien. Au revoir.